Ce prince est tombé fou amoureux d'une pauvre orpheline qui dormait dans la rue. Partie 2. Les histoires des pieds-pots. Le prince aperçut une silhouette gracile allongée sur le sol, baignée par la lumière argentée de la lune. Même dans cette posture de vulnérabilité, la jeune femme dégageait une beauté naturelle saisissante. Ses courbes harmonieuses se devinaient sous ses vêtements simples, et ses cheveux libres encadraient un visage d'une pureté angélique. « Arrêtez la voiture », ordonna-t-il impulsivement. « Votre Altesse ? Arrêtez, je vous dis. » Adéwalé descendit et s'approcha discrètement. Amara dormait, serrant contre elle une Bible usée. Sur son visage, même dans le sommeil, se lisaient les traces de récentes épreuves, mais aussi une sérénité troublante. Le prince fut immédiatement intrigué. Que faisait une si belle jeune femme seule dans la rue? Les jours suivants, il trouva 1000 prétextes pour emprunter cette route le soir. Il observait Amara à distance, fasciné par sa générosité naturelle. Il la vit partager sa nourriture avec d'autres démunis, soigner les animaux errants avec des gestes tendres, lire sa Bible à la lueur des réverbères. Cette simplicité, cette authenticité, c'était exactement ce qu'il cherchait sans le savoir. Le destin précipita les événements un soir de décembre. Adéwalé rentrait tard d'une réception officielle, accompagné de sa garde rapprochée, constituée de 4 hommes en civil, dans 2 véhicules. Comme à son habitude désormais, il avait demandé à passer par la rue d'Amara. Mais cette fois, la scène qui s'offrit à ses yeux le glaça d'effroi. 3 hommes au look patibulaire encerclaient la jeune femme devant le kiosque. L'un d'eux tenait un couteau, un autre la maintenait fermement par le bras, tandis que le 3e fouillait ses maigres possessions. « Allez, beauté !» ricanait le chef de la bande, un homme aux dents en or. « Tu crois qu'on va croire qu'une fille comme toi n'a rien de valeur? Où tu caches l'argent? Je vous jure que je n'ai rien, » suppliait Amara, la voix tremblante mais digne. « Je suis juste une fille sans famille, sans ressources. »« Sans famille? Parfait. Personne ne viendra te chercher alors. » Le prince n'hésita pas une seconde. « Stop !» cria-t-il en bondissant hors de sa voiture, suivi immédiatement par ses gardes du corps. Les bandits, surpris par cette intervention inattendue et intimidés par l'allure princière d'Adéwalé et ses hommes armés, prirent immédiatement la fuite en abandonnant leur projet malfaisant. Amara, encore sous le choc, regardait son sauveur avec des yeux écarquillés. « Vous n'avez rien ?» demanda Adéwalé avec douceur, s'agenouillant près d'elle. « Non, non, grâce à vous, » répondit-elle d'une voix encore tremblante. « Mais qui êtes-vous? Pourquoi m'avoir aidé ?» Le prince hésita un instant. Devait-il révéler son identité? « Je m'appelle Kwame », mentit-il en utilisant un prénom courant. « Et vous? »« Amara, Amara Kofi. »« Amara », répéta-t-il, savourant la mélodie de ce prénom. « Écoutez, ces hommes pourraient revenir. Ce quartier n'est pas sur la nuit. Accepteriez-vous que je vous trouve un abri temporaire? Sans arrière-pensée, juste pour votre sécurité. » Amara, qui avait appris à se méfier des hommes depuis sa fuite de chez son oncle, fut néanmoins touchée par la sincérité qu'elle percevait dans la voix de cet inconnu distingué. Et puis, n'avait-elle pas prié Dieu de l'aider? Peu, était-ce sa réponse. Je n'ai nulle part où aller, avoua-t-elle. Alors venez, je connais un endroit sûr. Le trajet vers le palais royal fut silencieux. Amara, assise à côté du prince dans la luxueuse Mercedes, découvrait avec stupéfaction le niveau de vie de son sauveur. Les sièges en cuir, la climatisation, les finitions dorées. Qui était donc cet homme qui se faisait appeler Kwame? Quand ils franchirent les grilles dorées du palais royal et que la voiture s'engagea dans l'allée bordée de palmiers royaux, Amara comprit qu'elle était tombée dans un monde qui dépassait son imagination. « Mon Dieu !» murmura-t-elle. « C'est le palais royal. »« Vous travaillez pour le roi ?» Adéwalé sourit mystérieusement. En quelque sorte. L'entrée d'Amara au palais créa immédiatement un émoi considérable. Les domestiques chuchotaient sur son passage, intrigués par cette jeune femme aux vêtements simples que le prince escortait personnellement. Mais le plus grand choc fut celui de la reine Assa. « Adéwalé !» s'écria-t-elle en voyant son fils accompagné d'Amara dans le grand salon royal. « Que signifie cette intrusion? Mère, permettez-moi de vous présenter Amara. Je l'ai sauvée d'une agression ce soir, et je lui ai proposé l'hospitalité de notre palais. » La reine Assa toisa Amara, de la tête aux pieds, avec un mélange de mépris et d'inquiétude. Cette fille était d'une beauté saisissante, et elle lisait déjà dans les yeux de son fils un intérêt qui dépassait la simple compassion. « Mon fils, nous ne sommes pas un refuge pour les personnes dans le besoin. Il y a des institutions pour cela. Cette jeune femme restera ici le temps nécessaire, » déclara fermement Adéwalé. « En tant que prince héritier, j'en prends la responsabilité. » Ce fut la première fois qu'Amara entendit sa véritable identité. Le choc fut tel qu'elle faillit s'évanouir. L'homme qui l'avait sauvée n'était autre que le prince Adéwalé, héritier du trône d'Ashanti. « Maman, c'est elle que j'aime.
alors elle va rester. Ces mots, prononcés par Adewale 3 semaines après l'arrivée d'Amara au palais, eurent l'effet d'un coup de tonnerre. La reine Assa, qui espérait que cette passade de son fils s'estomperait rapidement, réalisa que la situation était plus grave qu'elle ne l'avait imaginé. L'émotion fut si forte qu'elle s'effondra, évanouie sur les coussins de soie du salon royal. Les domestiques se précipitèrent avec des sels et de l'eau fraîche, tandis qu'Adewale, inquiet, tentait de la ranimer. Pendant ces 3 semaines, une histoire d'amour s'était effectivement épanouie entre le prince et l'orpheline. Adewale avait installé Amara dans une suite d'invités somptueuses, avec vue sur les jardins royaux. Il lui avait offert une garde-robe digne d'une princesse, robes en soie brodée d'or, bijoux traditionnels, sandales en cuir fin. Ces atours sublimaient encore sa beauté naturelle, révélant pleinement l'élégance de sa silhouette et la grâce de ses mouvements. Mais au-delà des cadeaux matériels, c'était leur conversation qui avait tissé le lien entre eux. Amara racontait sa vie au village, la simplicité de son enfance, l'amour de ses parents, sa foi profonde qui l'avait soutenu dans les épreuves. Adewale, lui, parlait de ses études, de ses voyages, mais aussi de sa solitude dorée et de sa quête de sens. Vous savez, lui avait-il dit un soir, en se promenant dans les jardins du palais, j'ai rencontré des princesses, des duchesses, des filles de ministres. Toutes étaient belles, intelligentes, éduquées, mais aucune n'avait votre authenticité. Votre Altesse, avait répondu Amara avec pudeur, je ne suis qu'une simple fille de village. Comment pourrais-je vous apporter quoi que ce soit? Vous m'apportez la vérité. Quand vous me regardez, je ne vois ni calcul, ni ambition, juste de la sincérité. Le téléphone portable qu'il lui avait offert, un iPhone dernier cri incrusté de petits diamants, était devenu son bien le plus précieux. La reine Assa, une fois remise de son malaise, comprit qu'il fallait agir rapidement pour séparer son fils de cette aventurière. Elle ne pouvait accepter qu'une orpheline sans nom et sans fortune devienne la future reine d'Ashanti. C'est alors qu'elle se tourna vers Leila, la fille du gouverneur de la région occidentale. Âgée de 24 ans, diplômée de la Sorbonne, Leila Ozeï était tout ce que la reine souhaitait pour son fils. Intelligent, cultivé, de noble lignage, et surtout, politiquement stratégique. Mais Leila cachait derrière ses manières raffinées une ambition dévorante et une jalousie maladive. Elle avait toujours considéré le prince comme son futur époux, et l'irruption d'Amara dans cette équation l'emplissait d'une rage froide. « Votre Majesté, dit-elle lors d'une rencontre secrète avec la reine, cette fille représente un danger pour la stabilité du royaume. Le peuple ne comprendra jamais qu'un prince épouse une mendiante. Que proposez-vous? Demanda la reine, prête à tout pour écarter Amara. Il faut la discréditer publiquement, la faire passer pour ce qu'elle est vraiment, une opportuniste qui abuse de la bonté du prince. Ensemble, elles élaborèrent un plan machiavélique. Le collier sacré ancestral, un bijou béni transmis de génération en génération depuis le premier roi de la dynastie, serait volé et retrouvé dans les affaires d'Amara. Ce sacrilège justifierait son bannissement immédiat du palais. Le plan fut exécuté avec une précision diabolique. Un matin, alors qu'Amara prenait son petit déjeuner dans sa suite, la reine fit irruption accompagnée de gardes et de plusieurs nobles de la cour. « Fouille cette chambre », ordonna-t-elle d'une voix glaciale. « Majesté », protesta Amara, « que se passe-t-il? Qu'ai-je fait? Le collier sacré d'Ashanti a disparu, et toutes les preuves pointent vers cette chambre. Évidemment. Les gardes découvrirent le bijou dissimulé dans la garde-robe d'Amara, exactement où Leila l'avait placé la nuit précédente, grâce à la complicité d'un domestique corrompu. L'accusation tomba comme un coup près, vol du patrimoine royal et sacrilège. Amara, sous le choc, ne put que bredouiller. C'est impossible. Je n'ai jamais vu ce collier. Quelqu'un me tend un piège. Mais qui la croirait contre la parole de la reine? Même Adewale, arrivé en hâte après avoir été alerté par les cris, semblait ébranlé par l'évidence des preuves. Amara, dit-il d'une voix blanche, expliquez-moi, comment ce collier s'est-il retrouvé dans vos affaires? Les larmes aux yeux, elle le supplia.